Enregistrement en date du 21 février de l'année 2023. Il va être question aujourd'hui de l'argent et également d'autres sujets. Tout d'abord, je veux aborder celui de l'argent étant donné que c'est un sujet que je vois au fil du temps là, sur le web, qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents à l'effet qu'on puisse demander des contributions financières en lien avec la diffusion d'enregistrements ou même qu'il y ait de la monétisation d'activités en lien avec la conscience. Et ce que je trouve curieux, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui apprécient citer Bernard de Montréal, qui a initié le mouvement de la conscience supramentale au Québec et qui, avait dit la pensée vient d'ailleurs, l'importance de ne pas croire. Il y a beaucoup de gens que j'ai vus sur le web qui faisaient souvent référence à lui. Puis, en même temps, ils vont décrier là, tous les gens qui veulent monétiser des activités en relation avec la diffusion de la conscience, alors que Bernard de Montréal, ce qu'il faut comprendre, c'est que à son époque, lorsqu'il donnait des conférences, en fait, je ne m'exprime pas comme faux. Il ne donnait pas les conférences gratuitement. Non, les gens devaient payer pour assister à ces conférences. Donc, ils vendaient des enregistrements aussi. Les enregistrements qui circulent présentement par rapport à Bernard de Montréal, à l'origine, c'était des cassettes. Donc, il y a peut-être des plus jeunes qui m'écoutent vont dire, c'est quoi ça? C'est... comment décrire une cassette? C'est, dans le fond, un objet physique avec une bande, un ruban magnétique de type analogique sur lequel on pouvait écouter un enregistrement et il vendait ça d'une manière individuelle. Il vendait aussi ses livres. Les livres n'étaient pas disponibles gratuitement sur Internet en PDF. Les conférences, les gens, quand ils y allaient, ils devaient payer à l'entrée. Et les séminaires aussi. Et Bernard de Montréal, c'était un homme capitaliste dans le sens que ses différentes activités de diffusion, tout ça, c'était payant, là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte de 2023, l'ensemble de son matériel est accessible gratuitement sur le web, ce qui est très différent. Et là, moi, j'ai l'impression que ce qui est arrivé, c'est qu'au fil du temps, comme Bernard de Montréal, dans ses enregistrements, ne faisait pas mention d'une manière explicite qui vendait ses conférences, dans le sens, que ce soit des enregistrements de conférences ou assister à ces conférences, les gens devaient payer un montant d'argent, mais à aucun moment il fait la promotion de tout ça d'une manière explicite. Et comme l'ensemble de son matériel est gratuitement, il y a probablement des gens qui pensaient qu'il faisait tout ça gratuitement, le monsieur, là. Alors que c'est pas le cas du tout. D'ailleurs, j'avais réécouté récemment un enregistrement que j'avais fait avec un ancien séminariste de Bernard, Peter, puis il racontait qu'en 1984, pour participer au séminaire de Bernard de Montréal, ça lui avait coûté 400 $ et le séminaire, on parle d'une fin de semaine, ça commençait le vendredi soir, il y avait le samedi, le dimanche. Bon, bien, en dollars d'actualiser aujourd'hui, en 2023, peut-être que ça a coûté 1500 $. Et il y a peut-être des gens qui présentement font la promotion de la gratuité de la conscience, qui seraient offusqués de tout ça par rapport à Bernard de Montréal, si ils apprendraient qu'il donne des séminaires pour une fin de semaine, puis ça coûte 1500 $. Et est-ce que le fait qu'il monétisait ses activités, ça enlève quelque chose à la qualité de son instruction? À mon avis, pas du tout. Donc, c'est sûr que moi, la façon que je vois le rapport à l'argent, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été influencées par la haute spiritualité. Dans la haute spiritualité, les gens vont dire, ben, on fait les choses gratuitement, on ne demande pas de contribution financière et dans le fond, on fait ça pour la cause. T'sais, on va se sacrifier pour la cause, la diffusion, etc. Il y a des gens qui peuvent avoir ce paradigme-là. Bon, il peut y avoir des gens aussi qui ont la vibration réelle au niveau de leur esprit, de rendre accessible tout leur matériel gratuitement, et ça leur appartient. Moi, c'est pas de mes affaires. Sauf que le point
Ce que je veux dire, c'est que les gens qui vont contester ceux qui demandent des contributions financières, parce qu'au fil du temps, j'ai vécu certaines contestations de personnes. Il y en a même que j'ai dû bloquer là, parce qu'à un moment donné, c'était pas respectueux de leur part. Bon, ben moi, c'est sûr qu'au fil du temps, j'ai décidé, et ça m'appartient, de demander des contributions financières, donc histoire de créer un rééquilibrage, parce que je veux dire, quand que je fais des enregistrements sur le web, ben, l'Internet, il n'est pas gratuit. Il me coûte de l'argent. Et puis en même temps, ben, je consacre du temps dessus, plusieurs heures au fil du temps. D'ailleurs, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs centaines d'enregistrements que j'ai rendus disponibles au public présentement. Donc, c'est sûr que dans l'optique de créer une forme de rééquilibrage par rapport au temps consacré, les frais web, bon, mais s'il y en a qui apprécient, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière. D'ailleurs, vous allez avoir les informations en bas de l'enregistrement présent à ce sujet. Pour ce qui est des gens qui en ont fait au fil du temps, écoutez, je vous remercie. Mais le point, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une partie des gens, surtout les gens au Québec, où de voir qu'une personne fait de l'argent, qui réussit à faire de l'argent ou qui demande même de l'argent. Parce qu'on s'entend, là, dans mon cas, je ne suis pas devenu millionnaire là, en demandant des contributions financières en lien avec mes activités de diffusion web, là, le loin de là. Mais le point, c'est que le simple fait de demander de l'argent, ou si quelqu'un a réussi à faire de l'argent, c'est mal vu. Donc, au Québec, on a une culture qui a été faite avec la religion catholique, qui est un volet du christianisme, que si les gens, dans le fond, font de l'argent, c'est vu comme étant suspect. Et avec des énoncés comme Heureux les pauvres, ils seront les premiers à entrer dans les cieux. En tout cas, il y avait des énoncés qui glorifiaient la pauvreté, le vœu de pauvreté, un peu comme les religieux. Donc, une programmation du social qui ne favorise pas naturellement la richesse et qui fait des gens qui sont envieux et suspicieux des autres. Donc, si quelqu'un réussit au Québec à faire de l'argent, au lieu de s'en réjouir, ils vont suspecter qu'il est malhonnête. Alors que les gens aux États-Unis, où les gens ont une mentalité un peu plus entrepreneuriale, bon, ben, si quelqu'un fait de l'argent, on va s'en réjouir, on va être content pour lui, puis on va voir même en lui une forme de modèle à aspirer. Donc, les gens aux États-Unis qui vont développer des entreprises qu'on va appeler des startups dans l'optique de devenir millionnaires, on ne verra pas ça comme un péché ou étant quelque chose d'exploitation nécessairement ou de suspect. Tandis qu'au Québec, c'est très différent. Fait que au Québec, on est riche en pauvres et pauvres en riches. Il y a d'adage qui dit ça parce qu'on est une province défavorisée comparée à d'autres provinces, là, que ce soit l'Alberta, l'Ontario, parce qu'on bénéficie plus de la péréquation, c'est-à-dire que le Canada nous en redonne davantage que nous autres, on en donne en impôts par rapport au pays du Canada. Mais le point que je voulais faire, si vous regardez un gars comme Bernard de Montréal, de ce qu'on m'a rapporté comme information, c'est qu'il a bien vu, il a bien vécu, pardon, décemment en lien avec ses activités de conférences, de séminaires, de vente de livres, dans le sens que il avait sorti d'ailleurs, ce qu'on m'avait rapporté, c'est qu'après avoir sorti le livre la genèse du réel, qui vendait quand même un prix important, là. C'était à la fin des années 80. On m'a rapporté, je pense que c'était 100 $ le livre ou 150, ce qui représentait dollars pour chaque livre. Donc, il y avait un prix qui était plus élevé qu'un livre standard à l'époque. C'est sûr que le livre, on peut dire qu'il était quand même, il y avait plusieurs centaines de pages, était quand même volumineux, mais tout au moins, on m'avait rapporté que suite à la sortie du livre, c'était acheté une auto de luxe, une belle Jaguar. Il y avait aussi une maison dans les Laurentides. C'est sûr que les Laurentides, c'est un très bel endroit et ça coûte quand même très cher vivre là. Il faisait des voyages aussi dans plusieurs pays. Il utilisait l'avion. Je ne sais pas aujourd'hui, comparé des années 80, si ça passerait là, pour les écologistes radicaux qui peuvent, dans le fond, être au courant de la situation. Parce que là, aujourd'hui, de plus en plus, l'avion s'est vu comme étant pas éco-responsable parce que l'avion consomme une grande quantité de pétrole. Donc, ça participe à l'empreinte carbone là, en grande quantité là, d'individus.
Puis lui, il faisait des voyages dans plusieurs pays au fil du temps. D'ailleurs, dans certaines conférences, il en faisait allusion. Fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'on verrait ça, ouais, c'est pas éco-responsable ce qu'il faisait. Ensuite, il faisait des placements boursiers. Habituellement, quand les gens investissent sur la bourse parce qu'ils ont de l'argent en surplus, tu sais, ils ont plus de revenus qu'ils vont avoir de dépenses. Ensuite, il y avait des habits, des complets de luxe, des habits avec des cravates, des beaux vêtements. Ensuite, il mangeait de la viande. Là, ça c'est en train de devenir un luxe avec l'augmentation de l'inflation qu'on connaît dans les dernières années. Puis en plus, il y avait assez d'argent pour se payer la cigarette. Aujourd'hui, la cigarette au Québec, c'est très taxé. Des taxes provinciales, fédérales, bref, par rapport à son mode de vie, il y a peut-être des gens qui m'écoutent vont dire ça se peut pas. Bernard de Montréal, il y avait ce mode de vie-là. Ben oui. Parce que là, il y a des gens qui découvrent la conscience supramentale ou le matériel, entre autres. Pourquoi je fais référence au matériel de Bernard? Parce que c'est un individu clé là, dans la diffusion de la conscience supramentale. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont être offusqués de tout ça, là. Parce que les gens ont tendance à idéaliser les autres, puis il y en a qui ont pris connaissance récemment du matériel de Bernard. Mais par rapport à tout ce que je viens de vous dire, dans le fond, qui vivait avec une certaine abondance, ben moi, je suis totalement d'accord avec ça. Comment dire? Et pour moi, quelqu'un qui, dans le fond, diffuse de sa parole, il a le droit de vivre de sa créativité décemment. Donc, je m'offusque aucunement de ça. Mais moi, j'ai l'impression que certaines personnes, s'ils prennent connaissance de qui était Bernard de Montréal, peut-être que ils voudraient plus en parler dans leur enregistrement ou en faire la promotion parce que c'était un monsieur qui, dans le fond, avait mis en place, comme vous voyez, à travers ses activités de diffusion, une forme de monétisation évidente. D'ailleurs, à un point tel qu'il avait déjà dit aux gens que si vous êtes sans emploi, là, vous n'êtes pas les bienvenus pour aller faire son séminaire. Donc, il ne voulait pas des gens qui vivaient de l'assistance publique ici au Québec, là, des assistés sociaux. On m'avait rapporté qu'il y avait une vérification qui était faite par rapport aux gens qui voulaient s'inscrire à son séminaire pour voir s'il y avait un emploi présentement ou pas. Et s'il n'y avait pas d'emploi, ils n'étaient pas les bienvenus à faire l'activité. Donc, il y avait une forme de sélectivité qui s'opérait, une forme de discrimination en lien avec le statut financier qui opérait. Il y a peut-être des gens qui vont être offusqués parce qu'ils pensent que la conscience est gratuite, puis ça doit être disponible à tout le monde en tout temps sur le web. Donc, c'était un autre paradigme. Puis à l'époque des années 1980 ou 90, alors qu'ils donnaient des conférences, des séminaires, il n'y en avait pas d'Internet pour le public. Certes, l'armée américaine avait développé l'ARPANET, qui est l'ancêtre de l'Internet, mais les gens ne pouvaient pas dire « Ah, je vais aller sur Internet écouter une conférence de Bernard de Montréal ou d'autres personnes. » C'était très différent de l'époque actuelle. Donc, les contenus étaient tous payants, ce qui était un contexte très différent. Pourquoi que je vous dis tout ça? C'est parce que je réalise au fil des ans qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ceux qui donnent des ateliers ou des conférences, ou même qui vendent des enregistrements. Moi-même, j'ai pas honte de le dire. Dans le passé, avec Marc Delassalle sur le web, j'ai vendu des enregistrements en lien avec la conscience. Certes, j'en ai pas vendu beaucoup. Donc, on n'est pas, Marc et moi, devenus milliardaires avec ça, là, très loin de là. Et Marc chargeait tout le temps des montants d'argent là, pour les gens qui se présentaient aux conférences. Pourquoi? Ben parce que, dans le fond, lui, il jugeait que c'était pertinent qu'à quelque part de monétiser ses activités de diffusion. Et je le comprends. Sauf que le point, c'est qu'avec l'abondance de matériel sur le web depuis les dernières années, j'ai l'impression que les gens ont pour préjugés, en tout cas plusieurs personnes, que si c'est en lien avec la conscience, ça doit être gratuit, comme la musique, comme les films, tout doit être gratuit. C'est parce qu'il y a des limites aussi par rapport à ça, dans le sens que si les créateurs ne sont pas soutenus adéquatement, qui font de la diffusion, à un moment donné, ils vont se lasser ou la qualité des contenus vont se dégrader.
Aussi, il y a peut-être certaines personnes qui critiquent ceux qui monétisent les activités en lien avec la conscience, un peu comme les religieux qui autrefois critiquaient ceux qui avaient du sexe et qui voyaient alors une forme de péché dans le sexe ou l'amour libre, parce que précisément, eux autres, ils n'en ont pas. Donc, un religieux comme un catholique qui dans le fond, fait ses vœux, en fait, pour être prêtre. Il y a le vœu, naturellement, de pauvreté, d'obéissance, mais aussi de chasteté. Donc, c'est sûr que la personne n'a pas de vie sexuelle, elle réalise qu'il y a des gens qui ont une vie sexuelle, ben, elle peut être extrêmement envieux par rapport à eux. Et ça peut faire la place à des gens qui vont être frustrés, qui vont devenir même sadiques envers ceux qui ont une forme de plaisir. Et moi, j'ai l'impression qu'une partie des personnes qui n'osent pas demander des contributions financières en lien avec leurs activités de diffusion, alors qu'ils consacrent une quantité phénoménale d'énergie, et peut-être qu'à quelque part, sont envieux de ceux qui le font. Donc, c'est sûr que quand on regarde les choses, tu avais en tout cas, on a vu ça au Québec, là, les gens dans le domaine de la religion ici. Dans le passé, les gens qui avaient une activité à caractère sexuel dans le cadre d'activités non liées à la reproduction, donc du sexe pour le plaisir, mais c'était vu comme des pécheurs. C'était vu comme des gens là, qui étaient mauvais, etc. Alors qu'en réalité, c'est sûr que ce qui empêche d'étudier ou d'évaluer objectivement la situation en relation avec une activité sexuelle, c'est sûr si la personne n'en a pas, ben de quoi qu'elle parle. C'était comme autrefois, il y avait des religieux qui donnaient des conseils matrimoniaux, des conseils aux couples, comment se comporter, alors qu'eux autres ne vivaient pas en couple. Donc, il n'y avait pas un vécu expérimental en relation avec ça. Alors qu'aujourd'hui, on a des psychologues, il y en a qui sont en couple ou qui l'ont été en relation, puis là, ils donnent des conseils là, par rapport à la médiation de couple ou la médiation familiale. Donc, c'est sûr qu'un vécu, ça peut aider à faire preuve d'empathie par rapport à la personne qui expérimente quelque chose. Mais c'est sûr que par rapport à tout ça, moi, ce que j'ai à dire, c'est que je vais continuer au fil du temps. Et les gens, moi, je t'aurai le bras de personne là, à demander des contributions financières. Pourquoi? Ben, c'est une question de rééquilibrage énergétique dans le sens que s'il y a des gens qui apprécient mes enregistrements, ben, vous êtes les bienvenus pour m'en faire, mais je ne force pas personne, là, tout simplement. C'est ma perspective et c'est sûr que s'il y a des gens qui font de la diffusion web et qui peuvent en vivre décemment, ben tant mieux, je vais me réjouir pour eux, comme Bernard de Montréal qui a vécu avec une forme d'abondance, là, je veux dire... Au début des années 1980, il donnait des conférences avec Richard Glenn. Il y avait des salles remplies de 500 personnes. Bon, ben, si chaque personne payait un montant d'argent, autrefois, les conférences, c'était 8 par conférence. À un moment donné, ça montait à 20 ensuite 25. Là, aujourd'hui, peut-être c'est rendu à 30 par personne pour assister à une conférence. Bon, ben, s'il y a des gens qui en vivent décemment ou si quelqu'un donne un cours... dans le fond, en lien avec le tarot, la guématrie, la numérologie, puis la personne est capable d'en vivre décemment, ça y appartient. Même chose pour des gens qui vont donner différents ateliers, etc. Donc, si les gens font ça, dans le fond, pour avoir un rééquilibrage énergétique, de charger leurs activités, pour moi, je suis bien à l'aise avec ça. C'est sûr que par rapport à ce que je diffuse, mon but principal, naturellement, c'est pas de faire de l'argent fondamentalement. Dans le sens que si je voudrais faire de l'argent, ça serait très facile. J'aurais juste à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Leur vendre du rêve aussi. Alors que c'est sûr qu'il y a certains propos que je tiens, que je sais que naturellement, ça ne sera pas très populaire. Et j'ai une éthique aussi en lien avec ce que je fais dans le sens que depuis plusieurs années, il y a des gens qui m'ont demandé pour faire des consultations en lien avec la conscience et j'ai pas la vibration pour ça. Et j'ai décliné l'offre. J'ai même référé à d'autres personnes qui font de la consultation puis qui chargent des montants. Puis c'est leur affaire. Donc, en tant que consultant, si de charger un montant pour une consultation, ça leur appartient. Moi, c'est sûr que la façon que je vois les choses,
Puis il y a des choses que je m'embarquerai jamais là-dedans, là, tu sais. Bon, ça leur appartient, tu sais, des gens qui vont donner des ateliers pour faire l'ouverture des chakras, des centres d'énergie. Moi, je ferai pas ça, puis j'ai pas eu la vibration de faire ça dans le passé, bien que je sais que ça peut avoir une certaine popularité. Premièrement, si tu ouvres des centres d'énergie, il y a une responsabilité. Une personne extérieure à une autre, elle ouvre les centres d'énergie d'une autre. Il y a une responsabilité derrière ça. Puis les expériences que j'ai vécues, j'avais déjà été dans le passé à un atelier où la personne elle faisait faire des mouvements de yoga, puis elle nous disait qu'elle ouvrait les centres d'énergie. Bon, elle nous faisait faire des mouvements physiques, des exercices de respiration. Puis non, ce que j'ai constaté, c'est que je sentais aucune ouverture de centre d'énergie. Un état de détente, oui. Un état d'autosuggestion propice à une forme de relaxation à différents niveaux, oui, mais une ouverture, non. Donc, il y a des gens qui peuvent faire des ateliers, je nommerai pas le nom de la personne, mais ils font miroiter des choses ou des changements significatifs, mais en réalité, c'est pas nécessairement le cas. Il faut faire attention, là, naturellement, il faut faire esprit critique par rapport aux ateliers, aux activités de conférences ou autres là, qui sont offerts. Et c'est ça que dans le fond, par rapport à moi, d'ailleurs, la question que quelqu'un pourrait donner une consultation pour amener l'autre à fusionner avec le double, pour moi, c'est impossible. L'esprit, c'est lui qui établit le contact avec l'individu et non pas l'inverse. À la limite, quelqu'un peut accompagner quelqu'un qui vit autre chose. Sa vibration peut participer à un ajustement en résonance avec l'ajustement vibratoire qu'elle connaît simultanément, mais c'est pas en allant rencontrer quelqu'un que l'autre, ça va l'amener à fusionner ou connaître, à mon avis, un état. Ben, ça peut amener à connaître un état psychique de détente, oui, au niveau de l'âme. Au niveau de la conscience de l'ego, ben oui, quelqu'un peut consulter un autre puis ça peut le relaxer ou bénéficier d'une perspective différente sur sa situation. Donc, dans l'optique qu'on n'est pas intelligent tout seul, oui, certainement, mais il y a des limites aussi par rapport à ça. Donc, c'est sûr que moi, je regarde les gens, puis il y a toutes sortes d'activités qui existent aujourd'hui, de consultations en personne, en ligne, ateliers en personne, en ligne. Et dans le fond, moi, ce que je dis aux gens, ben, c'est sûr que par rapport à tout ça, écoutez-vous, faites preuve d'esprit critique, soyez pas naïfs. Regardez par l'intérieur de vous qu'est-ce que ça vous dit. Puis, ce que je dis aux gens, écoutez-vous avant les autres et même moi-même, dans le sens que si à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, regarde, j'ai plus la vibration d'écouter tes enregistrements présentement, parce que des fois, j'ai partagé des enregistrements à des gens sur Facebook, ben, la personne, moi, je dis, c'est bien correct. Tu sais, je t'en partagerai plus, il n'y a aucun problème. Donc, le point que je voulais faire par rapport à tout ça, moi, ce que je dis aux gens dans une optique individualiste, écoutez-vous d'abord. Donc, c'est ce que je voulais mentionner, mais par rapport à la mentalité que j'appelle d'auto-sabotement québécoise, tu sais, l'histoire que, à quelque part, bon, la conscience, ça doit être nécessairement gratuit parce que sans ça, la personne n'est pas objective, parce que là, elle fait de l'argent. Pour moi, c'est un mythe. La qualité du travail de Bernard de Montréal qui a été monétisé tout le long de sa vie existe toujours aujourd'hui. Puis une fois de temps en temps, je vais écouter ces enregistrements. Pourquoi? Parce que, à quelque part, la qualité de matériel diffusé est au-delà de la question que ça soit payant ou pas. Tu sais, l'idée que si quelqu'un fait des enregistrements payants, ben là, il va être moins objectif, il va chercher à vendre plutôt que de présenter une lecture vibratoire qui va être empreinte d'une forme d'objectivité. Il y a des limites par rapport à ça. Quelqu'un peut... d'ailleurs, on le voit dans le domaine médical. Je veux dire, le médecin, il charge plusieurs milliers de dollars dans certains cas pour faire des opérations et il peut faire un travail de qualité. Donc, le point, c'est que la gratuité n'est pas garante de la qualité ou de l'objectivité d'une parole qui peut être tenue par un conférencier. Il y a des gens qui font des enregistrements qui sont gratuits, que je vais écouter, qui disent véhiculer de la conscience aujourd'hui et qui vont contester ou être très critiques par rapport à ceux qui chargent.
Or, ces enregistrements-là ne sont pas nécessairement tout le temps de bonne qualité. Et puis, des fois, il y a des enregistrements de Bernard de Montréal qui chargeaient systématiquement, dans le sens que tous ces enregistrements étaient mis en vente sous forme de cassette. À part certains passages à l'émission de Richard Glenn, mais quand même, l'essentiel de son matériel était monétisé. Et je trouve que son matériel a mieux vieilli que certains enregistrements récents qui ont été faits par certains individus sur le web. Donc, tout ça, il faut mettre ça en perspective. Et par rapport à la question de l'argent, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens dans la religion, la haute spiritualité qui ont décrié ça. Et il y a des limites aussi par rapport à ça. Dans le sens que je connais quelqu'un dans mon environnement qui est devenu moine. La personne a fait vœu de chasteté, de pauvreté, puis d'obéissance par rapport à l'idée d'être moine, là, chose que je ne m'embarquerai pas. Or, cette personne-là a voyagé dans un autre pays pour aller à un monastère et elle s'est ramassée avec des problèmes pulmonaires importants. Elle avait besoin d'une radiographie, mais comme elle a fait vœu de pauvreté, elle n'avait pas d'argent. Résultat, elle a été obligée de quémander de l'argent à des membres de ma famille pour pouvoir avoir la radiographie. Puis à un moment donné, dans le pays qu'elle a été, donc on parle de la Birmanie, qui est devenue le Myanmar. Ça a changé de nom. Ils ont eu des troubles politiques. Donc, ce moine-là bouddhiste qui était dans ce pays-là, à cause des troubles politiques, il fallait qu'il revienne au Canada. Or, comme il avait fait vœu de pauvreté, il n'y avait pas d'argent. Il a fallu qu'il demande à des gens de ma famille de l'argent pour pouvoir revenir au Canada. Donc, ça le garde dans une position de dépendance. Ça le garde captif. Mais bon, ça lui appartient. Le vœu de pauvreté, c'est parce que ça ne lui donne pas de marge de manœuvre. Ça garde l'individu à la merci des autres. Donc, c'est sûr que, comme il m'avait expliqué, il y a une logique derrière ça. C'est-à-dire que, quelque part, en faisant pauvreté, la personne, elle se met au service de la communauté. Et comme lui, c'est un enseignant bouddhiste, la façon que le système est fait, c'est que si c'est un bon enseignement bouddhiste, les gens de l'environnement vont lui donner de la nourriture, du riz, vont lui apporter une forme de soutien. Alors que si c'est un mauvais enseignement, un mauvais enseignant ou qui n'est pas apprécié par sa communauté, bien à ce moment-là, il n'y aura pas le soutien des autres et il va être obligé de faire autre chose. Donc, ça l'amène, l'idée de faire vœu de pauvreté, bien, ça l'amène d'avoir un rapport qui doit être extrêmement ajusté par rapport à son public, dans le sens que, à quelque part, si ce qu'il fait n'est pas ajusté au public, ben là, il va être coupé. Donc, les gens ne supporteront pas, etc. Donc, ça l'empêche de monter dans une forme d'orgueil. Mais en même temps, le fait qu'il n'y ait pas d'argent de côté et qu'il ne peut pas en avoir compte tenu de son vœu, ben ça ne fera pas nécessairement de belle retraite. Parce que là, la personne a vieilli aussi. Puis à un moment donné, en vieillissant, ben, souvent, il y a des gens qui. Il y a des maux de santé qui apparaissent. Et ils ont à composer avec des situations, ainsi de suite. Donc, il y a des limites. Pour moi, d'ailleurs, Bernard de Montréal le disait dans ses enregistrements, ce qui est important, c'est de s'occuper. Il y avait trois aspects. Il y avait le travail avec l'argent, faire quelque chose qui est payant. Ensuite, s'occuper de sa santé, puis s'occuper aussi de la qualité de vie relationnelle. Donc, par exemple, le couple. Et je suis d'accord avec lui, c'est des éléments fondamentaux. Et c'est sûr que par rapport à tout ça, moi, si on me pose la question, qu'est-ce que tu veux en tant qu'égo? C'est sûr que je veux être multimillionnaire, je ne vous le cacherai pas. À mon avis, dans un contexte de civilisation capitaliste comme qu'on est, ou ce qu'on est en Occident, surtout qu'une situation d'inflation, vaut mieux être riche qu'être pauvre. Pourquoi? Ben, parce que les gens, quand ils sont pauvres, sont manipulés dans des situations, des contextes qui peuvent être extrêmement défavorables. Donc, à un moment donné, je discutais avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Or, il vit en logement avec un colocataire, puis le colocataire lui volait de la nourriture apparemment. Fait qu'il y a des cercles vicieux aussi. Plus que la personne est pauvre, moins elle peut par la suite s'enrichir. Tu sais, la personne qui a de la difficulté à avoir une automobile,
Bon, ben c'est sûr que si l'automobile ne fonctionne pas, ben c'est difficile pour elle de se déplacer pour se rendre au travail. Donc, les opportunités d'emploi sont restreintes parce qu'il y a moins de mobilité géographique, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que moi, en tant qu'individu, que Bernard ait vécu une forme d'abondance dans sa vie, pour moi, tant mieux pour lui. Je vais me réjouir, à la différence de certains Québécois qui peuvent être envieux ou de voir ça comme une forme d'indécence. Il y a peut-être des gens ce que j'ai parlé tantôt au début de l'enregistrement, ils ont peut-être écouté ça et dit « Ah, ben il aurait dû donner ça aux pauvres. » Là, l'argent qu'il faisait avec ses conférences et faire de la philanthropie pour sauver l'humanité ou etc. Ben, moi, je dis l'argent lui appartient. Il fait ce qu'il veut avec son argent. Il a travaillé pour, il a chargé, puis regarde, c'est ses affaires. Il y a un autre aspect aussi que je voulais aborder, c'est que, dans le fond, il y a une partie des gens qui vont reconnaître une forme de légitimité à Bernard de Montréal qui utilise la conscience supramentale, mais pas à d'autres individus qui en ont diffusé par la suite, qui font un travail en continuité. Et ça, c'est un autre aspect que je voulais aborder, dans le sens qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, ben Bernard de Montréal, il chargeait, mais c'était le premier qui a diffusé l'instruction supramentale, qui l'a amené à un plein vibratoire tel que même Cyril Robindo n'allait pas aussi loin. Donc, comme c'était un initié, comme Bernard se décrivait, ben là, il y a comme un passe-droit, puis les autres qui font un travail continuité, non, on ne peut pas reconnaître qu'ils chargent parce que c'est vraiment Bernard qui a amené l'essentiel des concepts. Mais ce qui est particulier, c'est que Bernard disait que chaque individu porte le savoir en lui et que quelque part, l'instruction supramentale est universelle et comme la pensée vient d'ailleurs, ben, c'est au-delà de l'ego de Bernard. C'est-à-dire que Bernard a eu sans doute une sensibilité extrêmement grande pour capter l'instruction supramentale, mais elle n'origine pas de lui, comme il l'expliquait dans les enregistrements, s'appuyant sur le principe fondamentaux de son instruction que la pensée vient d'ailleurs. Donc, à quelque part, Bernard, c'était un canal de diffusion de l'instruction qui passait à travers lui. Mais l'instruction supramentale, en réalité, de ma compréhension que j'en ai aujourd'hui, elle provient du plan éthérique. Donc, c'est quelque chose qui est au-delà des individus. Et il peut y avoir plusieurs canaux. Il y a eu Bernard à un moment donné qui a diffusé, ensuite il y a eu Marc de la Salle. Aujourd'hui, il y a d'autres individus. Et ça appartient aux gens d'évaluer ou non la pertinence de soutenir ceux qui en font la diffusion. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Et c'est sûr que il y a un conditionnement social qui est très retardataire au Québec que je veux dénoncer. Je l'ai fait un peu tantôt, mais là, je vais le faire d'une manière un peu plus explicite. C'est la mentalité, à quelque part, que, dans le fond, l'argent, c'est pas beau. Ce qui fait en sorte qu'il y a plein de personnes qui restent pauvres et qui ne s'intéresseront pas à la finance. Savoir c'est quoi, par exemple, un taux d'intérêt qui est composé versus un taux d'intérêt qui est fixe. Ensuite, comprendre c'est quoi une obligation, c'est quoi une action, comprendre comment fonctionne la bourse, comprendre par la suite c'est quoi un REER, un régime d'épargne retraite, comprendre c'est quoi un CELI, un fonds libre d'impôt. Donc, il y a différentes opportunités financières qui peuvent exister, mais dans le fond, il faut avoir l'ouverture par rapport à ça, ce qui pourrait permettre sans doute à... C'est sûr que d'étudier ça, comprendre ça, c'est une chose, mais d'agir pour s'enrichir, c'en est une autre. C'est sûr que dans un premier temps, avant de faire des placements financiers, la personne elle peut s'organiser pour dépenser moins qu'elle gagne. Tout dépendant, parce qu'il y a des gens qui vont faire des placements en utilisant ça comme effet de levier. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont s'endetter avec un taux d'intérêt, mais si le placement donne un taux supérieur, ben là, à ce moment-là, il peut y avoir un profit qui est fait. Tout ça, c'est des choses qui s'étudient. Mais le point que je veux faire, c'est que, à quelque part, c'est aux gens de s'occuper de leurs finances. Et moi-même, je m'inclus là-dedans. Mais le point que je veux mentionner en lien avec ça, c'est qu'il y a une dimension des Québécois qui sont envieux de ceux qui sont riches. Et dans certains cas, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites par rapport à Bill Gates. Et j'ai l'impression qu'une partie des gens qui l'ont contesté étaient jaloux
du fait que le monsieur est extrêmement riche. Même chose pour Elon Musk ou d'autres personnes. Et il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui vont prêter à d'autres personnes parce qu'ils sont très riches, des intentions machiavéliques. Certes, il peut certaines personnes en avoir, mais moi, ce que je dis, des fois, je discute avec des gens, il y a des gens qui vont dire « Ah, Bill Gates, il y a des intentions pour réduire la population mondiale, il y a tel plan, etc. » Et, ben, c'est sûr que si il y a des intentions criminelles pour carrément tuer des gens qui sont faites par des individus, des fois, je discute en privé avec des personnes, puis je leur demande « OK, tu t'affirmes ça par rapport à Bill Gates, telle autre chose par rapport à Elon Musk ou d'autres personnes, OK? Mais présente-moi des documents à la hauteur de ton propos, parce que plus qu'une personne fait des accusations qui sont graves, plus qu'à ce moment-là, il y a le fardeau de la preuve. Là, c'est sûr que j'aborde ça ici intellectuellement, là, dans le sens que, un peu comme quelqu'un qui fait une plaidoyer devant un juge, qui fait des accusations extrêmement lourdes par rapport à un individu, ben, je vais dire à la personne, OK, tu fais ta accusation, mais tu te fondes sur quoi? Ah, la personne a dit, ah, ben j'ai vu un documentaire sur Internet, j'ai vu un article, j'ai vu ci, j'ai vu ça. OK, mais c'est quoi tes sources? Ah, ben c'est des médias alternatifs. OK, mais est-ce que c'est de l'ordre de l'opinion ou c'est de l'ordre de documents factuels? Et là, des fois, je vise à creuser. Puis là, je vois qu'il y a des gens que, dans certains cas, ils ne sont pas capables de répondre à mes questions. Bon, ben, on va passer à un autre appel, mais ce que je perçois, c'est qu'il y a une partie des gens qui sont envieux, dans le fond, de ceux qui sont millionnaires ou très riches. Et au lieu de se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire pour améliorer concrètement leur sort, ben, ils vont se concentrer à jalouser ceux qui sont très riches, puis les accuser de tous les maux. Alors qu'en réalité, il faut faire attention par rapport à ça, parce que dans certains cas, la personne peut être très riche, mais ça se peut qu'elle ne soit pas nécessairement mal intentionnée. Peut-être que la personne est mal renseignée, dans le sens qu'elle est entourée de gens qui font la promotion de prendre certaines substances régulièrement, au lieu de faire d'autres thérapies comme de l'homéopathie ou de utiliser, je ne sais pas moi, des traitements énergétiques. Ben non, il y en a qui peuvent faire la promotion de certains produits chimiques à plusieurs doses. Puis la personne croit sincèrement que c'est pour le bien de l'humanité, mais n'est pas consciente de tous les effets secondaires. Mais avant de lui prêter des intentions criminelles, il faut contextualiser l'information, naturellement. Mais tout ça pour vous dire qu'à quelque part, ce que je réalise, c'est qu'il y a comme un mouvement de sabotement. C'est-à-dire que si il y a une partie des gens qui se conscientisent, qui ne veulent pas être riches, qui voient la richesse comme étant quelque chose de mauvais, comme le moine que je parlais, ben à ce moment-là, la personne n'a pas de levier financier pour apporter des changements significatifs à la population ou amener des changements en s'appuyant sur le pouvoir économique. Dans le sens que s'il y a plein de gens qui se conscientisent, ils sont tous pauvres, puis ils veulent tous avoir des nouvelles technologies qui fonctionnent à l'énergie libre, mais il n'y a pas personne qui a de l'argent pour investir, pour faire de la recherche et du développement, ben c'est peu probable que ça lève. Fait que vous voyez un petit peu le cercle vicieux. Tu sais, c'est les gens dans le domaine de la conscience qui sont très riches, quand que je dis très riche, je parle multimillionnaire, à date, j'en ai jamais vu, là, en lien avec la conscience plus spécifiquement supramentale. Non, j'en ai jamais vu. Peut-être qu'un jour, il y en aura, mais c'est parce qu'à un moment donné, si on veut faire des choses à grande échelle, ben ça prend des consciences qui sont allumées, qui vont apporter des changements significatifs. Si on parle, par exemple, d'implanter d'autres formes de technologies moins polluantes ou l'utilisateur a plus d'autonomie. Si on parle d'utilisation, entre autres, de l'énergie libre, où chaque personne ne dépend pas d'un réseau électrique comme au Québec, où notre confort et notre mode de vie ne tient qu'à un fil d'électricité, parce qu'on est gardé dépendant, ben, c'est parce que ça prend des gens aussi qui ont les moyens financiers pour investir par rapport à ça. Et là, le cercle vicieux, c'est que les gens très riches, ils n'ont pas nécessairement, de ce que j'ai vu, ça dépend encore. Vous voyez, je suis en train de presque tomber dans le préjugé que je dénonçais il y a quelques instants. Faut que je fasse attention. Les gens très riches, on les connaît pas nécessairement tous. C'est pas nécessairement des gens qu'on entend parler dans les médias. Donc, il
il y a des limites aussi là, par rapport à ça qui doivent être faites. Non, je vais rester sage, je vais rester prudent. Mais tout ça pour dire qu'à quelque part, c'est ça. C'est que par rapport à la question de l'argent qui est extrêmement délicate, je vais compléter là-dessus. Là, la façon que je vois les choses, c'est que les gens écoutent leur vibration, leur sensibilité. C'est comme moi dans mon cas par rapport à Marc Delassalle qui lui vendait des enregistrements. J'ai jamais demandé à Marc de me donner gratuitement ses enregistrements. À chaque fois que j'ai demandé un enregistrement, je le payais. Certes, des fois, il m'offrait ces enregistrements qu'il faisait gratuitement. Mais même à l'époque où je faisais de la publicité pour ces enregistrements, j'ai jamais demandé de rabais pour le séminaire là, que j'avais été. Là. Ça durait une fin de semaine. En fait, c'était un vendredi soir puis un samedi. Il y a quelques années, ça m'a coûté 350 $. Il me semble que c'était dans le coin de l'année 2017. Ça remonte à quelques années. Mais bon, je vous dirais que, voyez-vous, Bernard, s'il chargeait 400 en 1984, là, c'était quand même plus abordable. Mais même à ça, il y a des gens qui chialaient par rapport au coût du séminaire, au coût des conférences de Marc. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que non, moi, même si je faisais la publicité gratuitement, je n'avais pas demandé de rabais pour aller à son séminaire. Puis aujourd'hui, je suis content quand je regarde avec le recul comment je me suis comporté avec Marc, parce qu'il y a des gens qui voulaient avoir le matériel de tout le monde gratuitement, puis il n'était pas généreux. Puis moi, en tout cas, la façon que je vois les choses, c'est que les gens, en fait, finalement, je vais arrêter de parler là, de ça, là, c'est que les gens suivent leur vibration. C'est la vibration de faire une contribution financière parce que vous appréciez mes activités de diffusion web. Vous êtes les bienvenus pour le faire. Vous aurez les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement. Sinon, il n'y a pas de problème. C'est de vous écouter d'abord par rapport à tout ça. Sinon, ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est parce que dans un autre ordre d'idée là, très différent, je voulais commenter brièvement qu'est-ce qui se passe là, avec TVA au Québec, donc le réseau de médias d'information TVA a procédé récemment à des coupures. On parle de plus de 150 coupures de postes de journalistes et ce qui arrive avec TVA, ce que je m'attendais en fait depuis le début de la pandémie, c'est qu'eux autres ils ont pris parti pris pour le gouvernement en lien avec le discours, le narratif officiel par rapport aux mesures sanitaires. Et ce qui est arrivé, c'est que là, il n'y a plus de publicité massive là, à la hauteur de plusieurs millions de dollars à chaque mois payés par le gouvernement là, pour que les citoyens suivent les mesures sanitaires et ainsi de suite. Ce qui fait en sorte que présentement, ils ont moins de revenus. Pendant la crise, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été des gens qui ont été dociles, qui ont relayé le discours officiel du gouvernement sans porter de regard critique. Et il était subventionné à un coût de millions. Fait qu'il y a un adage qui dit qu'il ne faut pas mordre la main qui nous nourrit. Et c'est sûr que dans un contexte de pandémie, les petites entreprises, les moyennes sont appelées à fermer ou à connaître des coupures parce que moins rentables. Donc c'est sûr que si la pandémie aurait duré plus que 2 ans et demi, en fait, c'est la pandémie qui a commencé, là, qu'on dit que ça a été une pandémie, en fait, qui a commencé en 2020. Bon, c'est sûr que si ça aurait duré pendant 15 ou 20 ans, probablement que plein de petites entreprises, moyennes entreprises auraient fait faillite. Donc, tire profit sur le gouvernement. Habituellement, les gouvernements ne font pas faillite parce que sans ça, ça représente un changement de régime ou une révolution. Donc, ils ont misé sur le gouvernement. Et si c'est une pandémie, le discours a duré éternellement avec des renouvellements de doses à chaque année, eux autres, c'est sûr qu'ils recevraient des millions en publicité, ce qui permettrait de payer pour leurs journalistes, etc., employés. Ils étaient gagnants, sauf que là, le discours s'était soufflé. Le gouvernement, les finance plus autant là, pour les pandémies, pas les pandémies, mais les publicités liées aux mesures sanitaires. Et là, ils ont été obligés de faire récemment des coupures. Le fait qu'ils connaissent des difficultés financières, est-ce que ça me surprend? La réponse, c'est non, parce qu'ils ont perdu une partie de l'auditoire.
Donc, pourquoi? Ben, écoutez, ils ont pris parti pour le gouvernement, puis au lieu qu'il y ait des débats, par exemple, qui auraient été faits là, sur la pertinence ou non des mesures sanitaires, avec des gens qui sont pour, des gens contre, moi, s'il y a eu des débats, je les aurais trouvés pertinents, là, les médias officiels, mais comme ils ne l'ont pas fait, une partie de l'auditoire qui s'est détournée d'eux, ils ont été sur les médias alternatifs. Les médias alternatifs, il y en a plusieurs qui disaient le contraire d'eux. Fait que là, tu avais les deux perspectives. Tu regardes le discours officiel, puis tu as l'autre qui dit le contraire. Mais ce qui aurait été intéressant, c'est qu'il y aurait des débats. Même chose, puis il n'est pas trop tard pour remédier à la situation, sur la pertinence ou non du Canada de s'impliquer implicitement dans la guerre que mène l'Ukraine contre la Russie. Là, c'est la même affaire, présenter les pour et les contre. Moi, c'est la façon que j'aimerais que serait traitée médiatiquement l'information, mais c'est pas le cas. Donc, là, ils ont comme on dit, ils ont une espèce de retour dans le sens qu'une partie du public, pendant la pandémie, les a désertés. Et une fois la pandémie, qu'on dit pandémie, période de pandémie, ben là, en lien avec le relâchement qui a eu cours des mesures du gouvernement, ben là, cet auditoire-là, il y en a une partie qui ne reviendront plus. Tu sais, ça fait 2 ans qu'ils n'écoutent plus. Du jour au lendemain, ils ne vont pas se mettre à réécouter ces TVA et les différents programmes. Fait que, mais il y a aussi d'autres phénomènes. Là. C'est pas juste par rapport à ça, quoique c'est une partie de l'équation. Il y a un autre volet, c'est tout simplement là, par rapport au fait que aujourd'hui, il y a de plus en plus de canaux de chaînes de télévision la quantité a augmenté et aussi la diffusion web. Il y a des gens qui sont plus abonnés au câble, comme moi-même en fait. J'ai jamais été en fait dans ma vie abonné au câble. Quand je vivais chez ma mère, c'est elle qui payait le câble, qui était abonnée. Ensuite, quand je suis parti en logement en 2009, je me suis jamais réabonné au câble. Ouais. Puis il y a des gens, ben c'est sûr que les tentatives d'explication par rapport à la situation du groupe TVA qui ont vu leurs profits diminuer, ben c'est qu'à quelque part, il y a des gens qui vont sur Netflix, Prime Video, Disney+, donc il y a différents canaux alternatifs et les gens à ce moment-là, ben ils écoutent des films là, sur ces canaux-là, sans publicité, au lieu d'écouter des films à la télévision entrecoupés de publicité là, sur les chaînes de TVA ou les nouvelles en continu, et ainsi de suite. Donc, c'est une situation médiatique qui se passe, que je voulais commenter. Et c'est sûr que peut-être qu'il y aurait plus de monde qui les écouterait s'ils oseraient faire des débats, tu sais, par rapport à pour ou contre que le Canada soutienne l'Ukraine. Mais non, on est engagé dans une mécanique, puis ça se fait pas. Puis même chose pour différents sujets, les changements climatiques. Ils ont un discours qui part du principe que non, c'est juste l'être humain qui crée des changements climatiques, alors qu'il part des causes naturelles. Puis dans le passé, il y a déjà eu des aires glaciaires. Fait qu'on a un discours monolithique qui nous est présenté et un narratif officiel, puis les autres ne dévient pas de ça. Donc, écoutez, ils ont l'auditoire à la proportion de leur discours. C'est tout simplement ça. Ce qui est très déplorable. Et c'est sûr que moi, je fais de la diffusion sur Internet. L'une des raisons, entre autres, que j'en fais, puis j'en ai fait pendant la période qu'on a dit être de pandémie, c'était en lien avec l'insatisfaction que je vivais en relation avec les médias officiels. Je n'étais pas satisfait de ce qu'ils diffusaient, de la qualité de leur travail, et je ne suis toujours pas. Donc, les médias de masse, là. Non, je ne suis pas satisfait d'eux. Fait que le fait qu'ils connaissent des difficultés, etc., ça me donne pas plus le goût de les écouter, à moins qu'il y ait un changement de ton qu'ils fassent. Sinon, dans un autre ordre d'idée, il y avait dans un registre totalement différent, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, qu'est-ce que ça fait d'être père? Parce que j'ai eu une fille, dans le fond, au mois de décembre 2022. Et là, c'est sûr qu'on tombe dans un registre très différent, là. Ben écoutez, c'est un changement de vie. Avoir un enfant, dans mon cas, j'ai eu un enfant tardivement, dans le sens que ma compagne et moi, on s'est décidés à 41 ans et on a réalisé que, parce que ça faisait plusieurs années qu'on attendait, meilleure situation, contexte social, ci, ça.
Donc, j'étais un homme quand même assez exigeant, perfectionniste. Puis finalement, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de situation parfaite, puis que si on ne va pas de l'avant, la fenêtre d'opportunité liée à l'horloge biologique, on s'entend. D'ailleurs, l'âge début de la 41 ans, c'est quand même tardif. On y a été de l'avant pareil. Pourquoi? Ben, à l'origine, ma compagne et moi, on voulait avoir des enfants. En fait, un nombre de 2 enfants il y a plusieurs années quand on s'était rencontrés. Il y a un peu plus de 15 ans. Et puis là, c'est sûr que par rapport à avoir un enfant, qu'est-ce que ça change? Ben, c'est qu'on vit en fonction d'un autre être dans notre vie. C'est comme... ben, comment expliquer ça? C'est qu'il y a toujours un autre être à prendre en considération par rapport à ce qu'on fait, notre gestion du temps. Puis ça change, ce que ça change principalement, c'est les nuits de sommeil. En tout cas, ma fille, elle fait pas encore ses nuits, elle dort pas encore toute la nuit, fait que mes nuits sont entrecoupées. Puis ensuite, ben, il y a des observations que je fais. Tu sais, quand on dit qu'un enfant, c'est spontané, c'est authentique, ben, puis ma jeune fille de quelques mois, elle n'a aucune inhibition. Si elle a faim, elle se met à pleurer. Si elle a envie de déféquer, elle défèque, ainsi de suite. Il n'y a pas de retenue. C'est ça, c'est intéressant pour moi. L'étude que j'en fais, là, je vais voir au fil des ans, parce qu'il y a plusieurs années, je m'étais intéressé, entre autres, aux travaux de Ian Stevenson de l'université de la Virginie occidentale. Donc aux États-Unis, ce qui est particulier, c'est qu'une université, là Ian Stevenson est décédé, mais il y a quand même des gens qui ont pris la relève de ces travaux, qui font l'étude des enfants qui se rappellent des vies antérieures. Donc plusieurs cas ont été rapportés. Il y a plusieurs années, je m'intéressais à ces récits. Et là, je vais voir par rapport avec ma fille qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'apparemment, c'est que lorsque l'enfant commence à parler jusqu'à peu près à l'âge de 7 ans, donc avant que l'enfant soit trop programmé par la culture, que l'enfant pourrait, dans certains cas, se rappeler de vies antérieures. Donc, qu'il aurait déjà vécu. Et parler de ça spontanément, sans inhibition. Un peu comme l'enfant qui a faim, bien, spontanément, il se met à pleurer. Et là, on va voir là, si ma fille va parler en jeu en lien avec des vies antérieures. Naturellement, je ne chercherai pas à induire ça, dans le sens que il y a des parents qui peuvent dire dans la manière qu'elle se comporte, elle fait tel dessin lié à telle époque, probablement qu'elle a vécu au Moyen Âge ou elle a vécu dans une civilisation disparue, puis là, il induit des idées, puis là, l'enfant va se comporter en fonction des attentes des parents. Puis à ce moment-là, ça programme l'enfant. Non, je vais rester neutre. Si l'enfant, si elle me parle qu'elle a déjà vécu, je vais lui demander des détails. Je peux lui demander des détails. OK, tu me dis que tu as déjà vécu ça. C'est quoi les détails? Mais je ne chercherai pas à induire. Et ça, c'est délicat. Un peu comme les gens quand ils font d'hypnose. Si la personne a dit, OK, tu as été dans un vaisseau, est-ce que la personne avait des yeux noirs? Et également des petites narines avec une grosse tête, bon, ben la personne peut induire l'idée qu'il y avait un extraterrestre petit gris dans le vaisseau. Alors que si la personne dit tout simplement, OK, tu me dis que tu as été dans un vaisseau, peux-tu me décrire l'intérieur du vaisseau et est-ce qu'il y avait des êtres? Et si oui, décris-moi-les. Donc, c'est un peu plus objectif dans le sens qu'on part de l'individu. Décris-moi l'être qu'il y avait à bord au lieu de lui proposer un portrait. Puis la personne dit oui ou non. Ce qui peut orienter le discours. Mais même encore là, en le parlant avec vous à voix haute, le fait de dire que est-ce qu'il y avait des êtres dans le vaisseau, bien là, ça amène à réfléchir sur le concept d'être ou décris-moi l'intérieur du vaisseau, c'est encore plus objectif. Puis si la personne a dit qu'il y avait des êtres, ben on va le dire. Ça fait partie des éléments à l'intérieur, en plus des différents objets qu'on pourrait y retrouver. Mais l'idée, c'est de partir de l'individu. Est-ce que je crois, dans le fond, que l'ego a vécu des vies antérieures à ce stade-ci aujourd'hui, à la différence de quand je m'intéressais aux travaux de Ian Stevenson? La réponse, c'est non. Par contre, est-ce que l'ego peut intercepter des mémoires qui se retrouvent sur l'info nuagique animique de l'âme? C'est-à-dire un peu comme l'info nuagique d'ordinateur, donc le champ d'énergie.
ce que certains vont appeler les annales akashiques qui entourent la Terre? La réponse, c'est oui. Donc, est-ce qu'un individu qui est jeune peut intercepter de l'information, puis il peut même la canaliser? La réponse, c'est oui. Est-ce que ma fille va en canaliser? Je ne sais pas. Est-ce que je souhaite ça? La réponse, c'est non. Surtout pas des trucs traumatiques. Imaginez le cas que l'un des cas les plus célèbres en lien avec ça, c'était le jeune enfant qui, supposément, dans une vie antérieure, il avait été pilote d'avion pendant la Deuxième Guerre mondiale dans le coin du Japon. La personne, oui, l'enfant est capable de décrire des éléments techniques qu'apparemment ses parents ne lui auraient pas appris ou qu'il n'aurait pas vu à la télévision. Par contre, en contrepartie, l'enfant était traumatisé. Donc, de libérer un enfant d'un traumatisme associé à une guerre, c'est pas souhaitable à mon avis. D'ailleurs, c'est un travail thérapeutique qui peut être extrêmement énergivore. Là, la personne est obligée de faire des démarches thérapeutiques avec son enfant parce que des terreurs nocturnes en relation avec une situation traumatique qu'on attribuerait à une vie antérieure. J'aime bien mieux un enfant qui n'a pas de ce type d'informations-là qui émergent dans son mental de vie de d'autres personnes, de d'autres égos, que ça. Mais est-ce que je vais être attentif dans les prochaines années, advenant qu'il y ait des expériences à caractère paranormal, ou si ma fille me décrit de choses qu'on dit associées à des vies antérieures? La réponse, c'est oui. Mais je vais faire attention pour ne pas induire des idées. Dans le sens que quelqu'un qui va dire, mettons, à son enfant, dans une vie antérieure, tu as été une pianiste, ça peut être bénéfique dans un certain sens, parce que si l'enfant, tu lui donnes un sentiment qui maîtrise l'instrument de musique, puis qui est bon, puis c'est valorisant, peut-être qu'il va davantage s'investir pour apprendre l'instrument de musique que si tu lui dis qu'il est pourri puis qu'il n'est pas bon. Tu sais, il y a une forme d'induction à caractère favorable qui favorise une forme de maîtrise de l'instrument en agissant ainsi. Par contre, ça a ses limites aussi, parce que ça se peut que ça ne soit pas réel que l'enfant, c'est une virtuose du piano dans une vie antérieure. Mais si l'enfant croit ça sincèrement, peut-être qu'en effet, l'enfant va devenir une personne qui va avoir une très grande maîtrise du piano. Mais est-ce que c'est souhaitable de faire des inductions comme ça? À mon avis, non, parce que ça oriente l'enfant dans un comportement. C'est souvent en lien avec le désir de l'adulte. Peut-être que l'adulte avait un désir de maîtriser le piano, ou dans mon cas, ça ne serait pas le piano, ça serait peut-être plus la guitare. Quand j'étais jeune, je voulais devenir un bon guitariste capable de faire des solos. Je suis capable de jouer des accords là, en sol, en do, en ré, en mi, mais de faire vraiment un solo comme Jimi Hendrix, pour donner un exemple, non, je suis incapable de faire ça. Et ça n'a pas changé. Est-ce que je voudrais vivre par procuration à travers ma fille qui deviendrait une musicienne virtuose, maîtrisant des solos de la guitare, capable de jouer des chansons de Jimi Hendrix en impliquant plusieurs? La réponse, c'est non, c'est pas de mes affaires. Par contre, est-ce que je veux accompagner ma fille dans son développement? La réponse, c'est oui. Mais sinon, le sentiment d'être père, c'est quoi? Ben, c'est le sentiment qu'à quelque part, il y a un être qui est lié psychiquement à nous pour le reste de sa vie, qui nous accompagne à quelque part. Mais sinon, ça change une vie. Avoir un enfant, est-ce que, dans le fond, je vous dirais que dans mon cas, tu sais, il y a plusieurs années, j'avais un chat. Mon chat est décédé l'automne 2022. Pour moi, c'est un petit peu comme une préforme d'avoir un enfant. Tu sais, je m'occupais de mon chat, je donnais la nourriture, je voyais si tout est correct, je le prenais dans mes bras, je faisais des câlins. Puis là, une fois le chat décédé, là, j'ai un enfant, ben c'est bien, parce que là, je prends mon enfant, ma petite fille dans mes bras. Et quand on prend un être humain dans ses bras, un animal, ça amène la sécrétion d'ocytocine, qui est une hormone qui est propice au bien-être. Donc, un sentiment d'être bien, on se nourrit de ça. Ça peut amener un état de calme, une forme de bonheur. Ça peut participer à une forme de joie de vivre. Fait que c'est sûr que c'est agréable pour moi de faire des câlins à ma petite fille, alors que de la prendre dans mes bras, alors que je prenais avant dans mes bras mon chat. Et puis, sinon, ben c'est sûr que présentement, il n'y a rien de paranormal. Je n'ai pas vu d'âme tourbillonner là, autour de ma fille, etc. C'est sûr que ce que j'observe, je vais être extrêmement factuel dans les observations que je fais en lien avec ma fille depuis sa naissance, c'est que sa façon de se comporter se construit au fil du temps de ce que je vois dans la manière qu'elle interagit avec nous. Là, je la vois bouger de ses jambes. Là. Elle monte les jambes en l'air, elle les descend. C'est comme elle s'approprie ses jambes. Même chose pour les mains, tranquillement.
elle fait des mouvements des mains, etc. C'est comme si elle découvre le corps, elle se l'approprie. Mais est-ce qu'il y a eu des... Je ne chercherai pas non plus à trouver des pousses qu'il n'y en a pas ou des trucs paranormaux ou des... J'ai pas eu de rêve initiatique non plus en lien avec ma fille ou de... Tu sais, il y a des gens qui, à un moment donné... J'avais déjà discuté avec une femme avant que son enfant naisse. Elle disait j'ai reçu en rêve le nom de la fille, le nom que je devais donner à ma fille, puis ici, puis ça. Non, non, moi, j'ai pas eu de ça. Ben, c'est sûr, quand j'ai choisi avec ma compagne un nom, je regardais vibratoirement le nom, avec quoi qu'on rentrait plus les deux en résonance. Mais non, il n'y a pas eu d'ange qui m'est paru en rêve pour me faire des révélations sur ma fille, etc. Tu sais, je peux avoir des intuitions par rapport à ma fille, qu'est-ce qu'elle va devenir plus tard. On verra. Et ça va être un dossier à suivre, mais sinon, en fait, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que être père ou être parent, c'est un mouvement irréversible. Une fois que l'enfant est né, c'est sûr que des fois, il y a des enfants qui vont mourir en bas âge, mais habituellement, là, c'est toute notre vie jusqu'à notre mort, on a à composer avec des enfants. Là. Fait que, tu sais, c'est très impliquant. C'est pas comme, par exemple, quand on achète une maison ou un auto, puis là, après ça, on peut revenir en arrière. Non. Quelqu'un qui est parent, ben l'enfant, il est né. Normalement, l'enfant, il est né à vie. Donc, ça change une vie. Sinon, je vais terminer l'enregistrement aujourd'hui avec une session de bénédiction. La session de bénédiction va porter sur plusieurs objets. Et si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus de m'accompagner là, par rapport à elle. Donc, tout d'abord, vous pouvez naturellement fermer les yeux, vous mettre dans un endroit qui est calme, propice à l'intériorisation. Donc, je vais commencer. Je bénis ma santé physique, émotionnelle et mentale. Je bénis ma santé intégrale. Donc, il est possible d'investir de sa conscience et d'orienter l'énergie. L'énergie peut être codifiée par les mots, par l'intention. Et si on part du principe qu'il existe un champ d'énergie universel qu'on est lié à lui, on peut coder les informations au niveau subatomique s'y rapportant. Et c'est la raison pour laquelle on peut, comme on est dans une réalité systémique, tout ce qui compose le système peut interférer sur le système, que ce soit physique ou psychique. Et le psychique peut interférer sur le physique et vice-versa. Et c'est en utilisant la pensée qu'on va, à un certain niveau, agir sur le système. Et c'est la raison pour laquelle, à la suite du philosophe jovialiste André Moreau, qui a plusieurs années m'a fait connaître les bénédictions, qu'une fois de temps en temps, je donne suite. Puis s'il y a des gens, c'est sûr que vous m'écoutez, puis vous voulez expérimenter avec les bénédictions, vous pouvez le faire. Donc, pourquoi bénir la santé physique, émotionnelle et mentale? Parce que c'est fondamental, à mon avis. Donc, sinon, je bénis mon système immunitaire. Je bénis ma longévité en santé. Je bénis ma prospérité financière. Je bénis ma joie de vivre. Je bénis ma volonté, mon intelligence et mon amour. Je bénis ma résidence pour qu'elle soit toujours chargée d'énergie régénératrice. Je bénis mon sommeil pour qu'il soit toujours régénérateur. Je bénis ma stabilité psychique. Je bénis la vitalité de mon corps. Je bénis ma capacité de jouer, de rire et également mon sens de l'humour. Je bénis ma capacité à rencontrer les alliés de ma vibration. Je bénis l'actualisation de mon plein potentiel. Je bénis le bon déroulement des voyages que j'effectue. Je bénis ma capacité de savoir. Je bénis aussi ma capacité de voir avec clarté qu'est-ce qui se passe, à la fois sur le plan physique et psychique. Je bénis ma capacité à m'harmoniser à la conscience universelle. Je bénis mon unité avec l'esprit et ma capacité de l'écouter. Je bénis ma capacité de bénir pour qu'elle soit toujours plus puissante et grandissante. Donc, je bénis ma capacité à utiliser l'énergie à mon avantage pour être bien dans ma peau, m'avantager
et célébrer la vie. En réalisant qu'à quelque part, si j'ai à être heureux, c'est maintenant. Donc, je bénis ma capacité à jouir totalement, pleinement du moment présent. Je bénis ma capacité à le savourer, à le déguster, à l'investir de conscience, à l'investir de présence. Je bénis ma capacité ensuite à faire preuve de créativité, à manifester une parole qui est chargée de vitalité, qui est porteuse de vitalité, une parole qui est capable d'être propice à ma régénération cellulaire, régénération psychique. Sinon, je bénis ma fille pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle soit en santé, pour qu'elle vive une existence qui la comble. Je bénis aussi les gens qui m'entourent, qui désirent l'être, là. Je bénis ma compagne aussi. C'est sûr que les gens qui m'écoutez, vous pouvez bénir, si vous le voulez, vos proches. Mais c'est toujours de réaliser que tout est reçu selon la forme du récipient. Il y a des gens qui peuvent bénir pour une autre personne, mais si l'autre personne est fermée par rapport à ça, ça nuit à l'actualisation. Même chose par rapport à une collectivité. Quelqu'un peut bénir pendant une centaine d'heures qu'il y ait une paix durable entre la Russie et l'Ukraine. Mais si tu as des millions de personnes qui sont opposées à ça, puis sont mobilisées par l'opinion publique pour prendre parti pour l'Ukraine contre la Russie, comme on le voit dans les médias de masse, ça va contrecarrer la puissance de la bénédiction. Par contre, si vous bénissez votre santé, puis il n'y a pas des millions de personnes qui sont mobilisés par les médias pour aller à l'encontre de ça, il n'y a pas d'interférence du collectif à ce moment-là significatif par rapport à votre mouvement. Donc, c'est la raison pour laquelle souvent je recommande aux gens, surtout d'agir individuel. Il y a des gens qui vont dire la bénédiction, c'est de l'autosuggestion. Ça peut l'être en partie. S'il y a des bienfaits de la bénédiction, des gens vont dire c'est lié à de l'effet placebo. Ça peut être l'effet en partie. Ou ça peut être en partie aussi lié à la réalisation qu'à quelque part, l'individu n'est pas séparé du tout. Donc, il y a une dimension métaphysique aussi derrière ça. Et l'ensemble de mes recherches au fil des ans, mes études m'amènent à la conclusion que la réalité est un tout et que chaque élément qui compose le système a une incidence à un certain niveau sur le système, dont la pensée. Et quelqu'un peut faire une visualisation dans les prochaines minutes ou faire du balayage corporel en visualisant que la santé circule dans ses veines, que la santé, l'énergie vitalisante, le chi, que peuvent parler certains orientaux, va circuler là, dans ses pieds, dans ses mains, dans ses bras, dans son cerveau. Donc, visualiser qu'à quelque part, la personne se donne à vivre un état qui est propice à son bien-être. Donc, c'est sûr que tant qu'à se représenter, comme dans mon cas, je vais me visualiser en étant en santé, en étant heureux. Pourquoi? Pour ancrer cet état-là en moi. Réaliser qu'à quelque part, il y a une dimension liée à ma subjectivité qui sert à constituer ma situation existentielle sur la Terre en tant qu'être au monde à travers un corps. Donc, de me constituer à ce moment-là à mon avantage. Et je salue tous les gens qui vivent une forme de fraternité psychique en relation avec mes propos, mes enregistrements ou même la session de bénédiction que j'ai faite tantôt, il y a quelques instants. C'est intéressant de voir qu'il y a certaines personnes sur la même longueur d'onde que soi. Et je vais conclure l'enregistrement en vous remerciant de votre écoute et en vous mentionnant que naturellement, vous êtes les bienvenus pour les gens si ça en a qui s'intéressent parmi vous de me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal, dont vous allez avoir les informations en bas de l'enregistrement présent. Et c'est sûr que par rapport à l'argent, je bénéficie ma capacité à vivre de l'abondance, de l'infini et bénéficier de l'argent qui est une forme d'énergie là, naturellement. Donc, à bientôt tout le monde. Au revoir.